Entretien entre Michel Onfray et Michel Houellebecq, partie 2. Michel Onfray. Je vous propose d'aborder un sujet qui fâche, l'Europe. Sur ce point, il me semble que nous sommes d'accord. Je suis contre l'Union européenne. Vous aussi, vous êtes contre toute Europe. Michel Houellebecq. Ah oui, complètement. Je suis contre depuis 1973. Michel Onfray. On est donc jumeaux. Que s'est-il passé en 1973? Michel Houellebecq. J'ai fait mon premier voyage à l'étranger. Il faut dire qu'à l'époque, je ne sortais à peu près jamais de mon village. Un séjour linguistique en Allemagne que j'ai adoré. Ça a été le début d'une histoire d'amour qui n'a pas cessé depuis, entre l'Allemagne et moi. Je ne suis pas hostile à l'Europe par nationalisme ou patriotisme. Au contraire, je me suis rendu compte quand j'avais 15 ans que l'Allemagne était incroyablement différente de la France. Tout était différent. Les boissons étaient différentes, l'architecture était différente, les gens ne mangeaient pas à la même heure, pas la même chose. C'était fascinant. L'année suivante, grâce à un job d'été, j'ai pu m'acheter une carte Interrail. Pendant un mois, moyennant un forfait raisonnable, on pouvait voyager gratuitement sur toutes les lignes de train européennes. En quelques années, j'ai découvert l'Italie, l'Espagne, la Grèce. C'était merveilleux à l'époque de voir à quel point chaque pays était différent, à quel point c'était intéressant de voyager. J'ai compris alors que si on faisait l'Europe, toute cette diversité allait disparaître et serait remplacée par le modèle américain. D'ailleurs, dès mon premier voyage, j'ai constaté que l'Allemagne était un petit peu plus avancée dans la voie de l'américanisation. À l'époque, il n'y avait pas de McDonald's chez nous. J'en ai vu en Allemagne pour la première fois de ma vie. Et puis, les gens parlaient un peu plus anglais que les Français. Je me suis dit que si on faisait les États-Unis d'Europe, comme disait Victor Hugo, on aurait une espèce de magma international sans caractère. J'ai été d'emblée hostile au projet. Pas du tout pour sauver la France, mais pour préserver la diversité des pays européens. Michel Onfray. Donc pour sauver la France aussi. Michel Houellebecq. Oui, bien sûr, je suis très conscient de ce que la France a de remarquable, de la beauté de ses paysages et de sa langue, mais je trouve amusant de constater que mon premier mouvement anti-européen avait pour source la crainte que l'identité de l'Allemagne ne disparaisse. Michel Onfray. Vous citez Victor Hugo et vous avez bien raison, car contrairement à la plupart des gens qui sautent comme des cabrits en faisant de cette citation une belle aspiration à la paix et à la concorde, vous savez que si Victor Hugo veut unifier l'Europe, c'est pour aller foutre la pâtée aux Asiatiques et aux Africains, leur amener la lumière, de gré ou de force. C'est explicitement indiqué dans son fameux texte sur les États-Unis d'Europe, qui procède d'une logique belliciste et belliqueuse. Mais évidemment, les Maastrichtiens ne l'ont pas lu et disent que c'est formidable, l'Europe de Victor Hugo, alors qu'en réalité, il rêvait très précisément de fabriquer une hypernation pour aller détruire et civiliser le reste du monde. Michel Houellebecq. À vrai dire, je savais que le projet insensé de la gauche, au XIXe siècle, était de répandre de force la lumière sur le monde. Mais je ne me souvenais pas que Victor Hugo était impliqué à ce point. Aujourd'hui, le boulot de l'Union européenne est plus modeste, car il reste autant de différences entre l'Italie et l'Allemagne qu'entre l'Arkansas et le Wisconsin. Répandre militairement la démocratie et les droits de l'homme, c'est le rôle des Américains. Mais c'est vrai qu'ils nous demandent parfois de mettre la main à la poche. À chaque fois qu'ils essaient, ils échouent et ça finit par nous coûter cher. Cela dit, je ne me résigne pas à désespérer les Américains. Alors que j'ai découvert l'Europe grâce à ma carte Interrail, je remarquais, en discutant avec des étudiants américains friqués qui faisaient leur tour d'Europe, comme ils étaient émerveillés par les différences esthétiques, culturelles, de mode de vie sur le continent européen. Ils n'avaient pas l'équivalent en Amérique. Tout cela est en train de disparaître, à jamais. C'est triste. L'Europe a-t-elle seulement favorisé les échanges entre les cultures? Pas du tout. Un peu partout en Espagne, on traduit de moins en moins de livres à partir d'autres langues que l'anglais. À l'opposé, au début du XIXe siècle, le romantisme né en Allemagne s'est répandu comme une traînée de poudre en France et en Angleterre surtout. L'Europe véritable, celle qui a un sens et une valeur, fonctionnait beaucoup mieux avant l'Union européenne. Cela dit, un éventuel référendum sur le Frexit
ne me réjouirais pas plus. Ah oui? Pourquoi? Michel Onfray? Ah oui? Pourquoi? Michel Houellebecq? Parce que nous le perdrions. Bon, pour clarifier le débat, je commence par préciser que j'accepte le mot souverainisme par amitié pour les Québécois. Mais le vrai mot est indépendantisme. Michel Onfray? Je suis d'accord. Michel Houellebecq? Le problème, c'est que je crains que les Français ne craignent de prendre leur indépendance économique. Michel Onfray? Parmi les contributeurs de Front Populaire, le grand économiste Jacques Sapir explique très bien que le Frexit est tout à fait faisable techniquement et que si on en a peur, c'est dû à un défaut de pédagogie. Michel Houellebecq? On n'entend jamais ce discours en France. Michel Onfray? Évidemment, moi par exemple, si je suis interdit de service public audiovisuel, je pense que c'est justement parce que je mets en cause le rôle du traité de Maastricht. On y reçoit Alain Finkielkraut ou Régis Debray, avec qui je partage de nombreuses analyses et qui sont même parfois plus critiques que moi, notamment sur l'immigration ou sur l'islamisme. Mais tant qu'ils ne touchent pas à l'Europe, ce qui est leur droit le plus strict, bien sûr, ils ne s'exposent pas au même ostracisme. À Front Populaire, nous avons carrément été traités de nazis quand nous avons lancé la revue. Dans Marianne, Jean-François Kahn nous a comparé à Jacques Doriot. Michel Houellebecq. Là, vous prenez un des plus cons. Ce qu'il faut, c'est persuader les gens d'intelligence normale. Michel Onfray. Pour cela, je crois à l'éducation populaire. C'est ce qu'on fait avec notre revue. Michel Houellebecq. Si vous me permettez une suggestion, vous devriez davantage célébrer nos talents dans l'économie, en particulier dans les secteurs de pointe. Je vais prendre un exemple. Les effets spéciaux de différents blockbusters américains, parmi les plus énormes, ont en grande partie été réalisés par des studios français. Michel Onfray? Oui, il paraît qu'on est excellent. D'ailleurs, la famille de Walt Disney vient d'Isigny, en Normandie. Michel Houellebecq? On est parmi les meilleurs, clairement au niveau des Américains. Bref, je compte sur vous pour, comment dire, insuffler aux Français une confiance dans leur propre force. Ce qui est dommage, c'est que le plus souvent, quand on parle de nos succès à l'export, on met en avant des gens comme Bernard Arnault, qui ne produisent que des objets inutiles et même pas spécialement beaux. C'est vrai que quand on va dans un mall de luxe à Hong Kong par exemple, 3 boutiques sur 4 sont françaises, la quatrième italienne. C'est impressionnant. Mais je préférerais qu'on soit loué pour nos effets spéciaux. Alors oui, faites de la pédagogie économique. Je regarde de temps en temps les chaînes d'infos. On y voit trop de gens qui passent leur temps à nous déprécier et à nous dire que l'Allemagne fait tout mieux que nous. Michel Onfray. Mélenchon a écrit un bouquin qui dit cela, Le Harangue de Bismarck, dont on a assez peu parlé et dont le titre est légèrement provocateur. On l'a présenté comme un texte xénophobe, mais il disait des choses très intéressantes. Michel Houellebecq. Il est vrai que les Français ne sont pas en état de concurrencer les Allemands dans différents domaines, la mécanique de précision, l'optique, l'automobile. À vrai dire, la liste est longue, d'accord, mais nous ne sommes pas mauvais en tout. On l'avait prouvé avec le nucléaire. Jusqu'à ce que différents gouvernements décident, par peur des écologistes, de s'aborder le pays, on était les meilleurs. Je pense que le niveau des grandes écoles d'ingénieurs reste bon et que l'on pourrait encore reconstruire une industrie nucléaire. Un autre domaine, c'est l'espace. On reste compétitif dans le lancement de satellites, c'est loin d'être sans importance. Michel Onfray? Oui, mais Thomas Pesquet ne fait pas une phrase sans dire Europe. Il a vraiment envie d'aller sur la Lune, d'être le premier Français à y poser les pieds, et il nous dit que ce projet ne peut pas avoir lieu sans l'Europe. S'il le dit, ce doit être vrai. Autrement dit, là encore, la France a décroché. Et je ne suis pas certain qu'on soit encore capable de faire ce qu'on a fait jadis avec le TGV ou avec le Concorde. J'ai peur qu'on ne soit plus là, désormais, que pour fournir un appoint à ceux qui possèdent la technologie. C'est d'une grande tristesse. Je me souviens un jour, je partais au boulot en Normandie et on m'a dit que le Concorde passait dans le ciel. Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu. Un bruit incroyable. Et 3 heures plus tard, il était à New York. Mais voilà, les Français ont renoncé à être à la pointe. On a même renoncé au TGV. Je l'ai pris l'autre jour, la dame qui faisait le contrôle m'a dit qu'aucun Paris-Nîmes n'était arrivé à l'heure cet été. On a des transports en commun qui roulent à 300 à l'heure, mais arrivent tous en retard. Prenez le Shinkansen, le TGV japonais. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne.
La technologie, ce n'est pas seulement la capacité à mettre au point des moyens de transport formidables, c'est aussi savoir les faire arriver à l'heure. Michel Houellebecq. C'est vrai que les trains français sont devenus imprévisibles et qu'ils sont dégueulasses à l'intérieur. Enfin, ça dépend des régions. Mais je pense qu'on peut rebooster, excusez cet anglicisme, la foi des Français dans leur technologie. Je pense surtout qu'il le faut. Il y a des domaines aussi dans lesquels nous avons davantage confiance en nous. On peut valoriser une production agricole de qualité. On a des atouts. On vend des choses non délocalisables, de la gastronomie, du tourisme. On n'a pas commis l'erreur des Espagnols qui ont radicalement bétonné leur côte pendant la période franquiste. On a visé un tourisme culturel sans en faire un tourisme élitaire pour autant. Michel Onfray. Je ne partage pas votre enthousiasme. À mon sens, le tourisme culturel, c'est un nombre considérable de gens qui abîment le patrimoine avec leur godasses, qui enlaidissent tout avec leur perche à selfie. C'est du vandalisme populaire. Michel Houellebecq. Moi, je n'ai rien contre les touristes. Michel Onfray. Aujourd'hui, plus personne n'entre dans la grotte de Lascaux et c'est fort heureux. On devrait faire la même chose au Mont-Saint-Michel. Il faut repenser le tourisme. Je ne sais pas comment, je n'ai pas de solution, mais je me dis qu'on pourrait faire quelque chose plus dans l'esprit d'André Malraux que de Jack Lang. Michel Houellebecq, vous êtes sévère. La France n'a pas joué la carte du tourisme de masse. On a adopté une stratégie plus artisanale, souvent plus chère aussi. Michel Onfray. Je pense qu'on a une politique touristique consumériste et libérale. Quand je vois au Louvre la manière dont ça se passe, on est poussé par des centaines de gens comme une matière fécale dans un transit intestinal. On avance, on rentre dans un truc, on ne peut rien voir et on est éjecté d'un seul coup. Paf! On sort du rectum et on retourne dans la ville. On se dit, mais il s'est passé quoi? Ce n'est pas possible, on ne peut pas se contenter de ça. Plus jamais de la vie. Michel Houellebecq. Sur le Louvre, je ne peux pas vous donner tort. Je fais souvent visiter Paris à des amis étrangers. Il est effectivement impossible d'aller à la Tour Eiffel et au Louvre. La place du Tertre et Notre-Dame sont aussi très difficiles. Mais il y a bien d'autres lieux parmi les plus beaux qui restent fréquentables. Le musée d'Orsay, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas une queue monstrueuse et on peut circuler tranquillement à l'intérieur. Michel Onfray. Pour revenir à l'Europe, je crois hélas que l'enjeu est autrement plus vital que la seule économie. L'Union européenne est une machine à broyer les nations, une machine de guerre américaine. Pour comprendre ce qui se joue, il faut remonter au président américain Woodrow Wilson qui, en 1920, a établi un projet de domination du monde. Puis en 1944, les Américains ont, comme vous le savez, voulu s'imposer en France. Ils ont débarqué en Normandie avec un projet d'occupation qui se serait appuyé sur une administration Lamgout, doté de son école des cadres à Charlottesville aux États-Unis, où l'on aurait recyclé le personnel de Vichy, apprécié à Washington pour son anticommunisme. Ils sont venus en pensant non seulement libérer l'Europe du nazisme, mais en s'imaginant qu'ils pouvaient en profiter pour aller jusqu'à Moscou. C'était ça leur première théorie. Pour eux, la France à ce moment-là était une terre vassalisée. D'ailleurs, le débarquement du 6 juin avait pour nom de code Overlord, qui signifie suzerain. On ne saurait mieux dire. Quelque temps après, mon père, qui était ouvrier agricole, s'est rendu à la gare près de chez lui avec un charretier et des chevaux. Et on est revenu avec un tracteur en morceaux et un mécanicien américain, venu spécialement pour l'aider à monter l'engin. C'était un McCormick, un produit du plan Marshall. On appelle cela un Marshall. À l'arrivée du tracteur dans le village, où l'on moissonnait avec des chevaux depuis toujours, un basculement de civilisation s'est opéré. Mon père, qui avait commencé sa vie en paysan virgilien, est devenu d'un coup un technicien américanisé. Ensuite, l'histoire a fait que, conférence de Yalta oblige, l'armée US n'est pas allée jusqu'à Moscou et que la vassalisation de la France a été empêchée par le général de Gaulle. Mais en 1992, à Maastricht, c'est très exactement le projet Amgot qui a été repris. Jean Monnet, qui commençait et était payé par la CIA, a eu finalement gain de cause, à savoir une Europe destinée à servir de rouage dans la grande machine de l'État planétaire, cette machine appelée de ses voeux par des gens comme Jacques Attali, qui n'a pas écrit par hasard Demain qui gouvernera le monde. Depuis un siècle, une bonne partie des élites américaines ont comme idée qu'elles gouverneront un jour le monde entier. À partir de 1983, Mitterrand,
Puis tous ceux qui lui ont succédé à l'Élysée ont tout fait pour les aider. Résultat, nous sommes effectivement gouvernés par une logique d'hypervassalisation. Or, je pense, un peu comme vous d'ailleurs, que la diversité c'est merveilleux et qu'il faut se battre pour la variété des peuples et leur souveraineté. Michel Houellebecq. Ce qui me permet de ne pas totalement désespérer, c'est qu'il y a aussi un courant isolationniste aux États-Unis, qui n'aspire pas à s'occuper du reste du monde et qui prône le chacun chez soi. Ce courant a gagné la partie avec Donald Trump, mais déjà Barack Obama avait commencé à prendre le contre-pied des néoconservateurs, Reagan et les Bush père et fils. Joe Biden n'est peut-être qu'une parenthèse. À cela, j'ajoute qu'il faut déconstruire, comme on dit à présent, l'argument massu selon lequel l'Union européenne serait un rempart contre la guerre. Les guerres modernes sont parvenues à un trop grand niveau d'abomination par la conscription obligatoire, rapidement utilisée par des dirigeants de triste mémoire comme Napoléon, qui a été le premier à disposer d'une masse de chair à canon infinie. Enfin, j'insiste, mais ça continue de me paraître le point crucial. Il faut que nous reprenions confiance dans notre économie. Si les Français ont accepté de renoncer à leur souveraineté monétaire, c'est parce qu'ils ont fini par croire qu'ils n'étaient pas un pays sérieux. Ils n'aiment pas l'Europe, mais ils ont peur de quitter l'euro, tout simplement parce qu'ils manquent de confiance en eux. Ça se voit même chez Marine Le Pen, chez Zemmour également, comme chez Mélenchon. Michel Onfray. À la dernière présidentielle, ils étaient tous maastrichtiens. C'est la raison pour laquelle je n'ai voté pour personne. Aucun candidat ne nous a dit on va prendre le problème à la base et recouvrer notre souveraineté. Après, seulement après, on pourra à nouveau faire de la politique. Tant qu'on est dans l'UE, il n'est pas possible de décider de notre avenir. Emmanuel Macron l'a reconnu durant le débat d'entre-deux tours, puisqu'il a dit à Marine Le Pen qu'elle ne pourrait pas appliquer son programme si elle était élue, que Bruxelles l'en empêcherait. Je crois, cher Michel, que le péril de l'Europe, c'est l'Allemagne, ce pays qui a toutes vos faveurs et qui est quand même un incroyable rouage de transmission de la machine américaine. Il est assez sidérant que les Allemands soient en train de se réarmer à la faveur du conflit en Ukraine et qu'ils achètent leurs avions aux États-Unis. Michel Houellebecq. Oui, c'est vrai, ils s'en foutent complètement. On nous a fait une Europe allemande et cette Europe allemande, elle est américaine. Parmi les soutiens dociles des USA, il y a ceux qui ont des raisons légitimes de détester les Russes, comme les Polonais. Eux, on pourrait presque leur pardonner de se placer sous la tutelle des Américains. Et il faut reconnaître que Poutine leur a donné une raison supplémentaire en déclenchant une guerre qui massacre des civils. On pouvait comprendre son idée de reconstruire une Russie fidèle à ses valeurs, une alternative à l'Europe libérale. Les slavophiles ne sont pas totalement absurdes. On pouvait excuser sa nostalgie de l'URSS, sa volonté d'en reprendre des petits bouts. Mais il a eu les yeux plus gros que le ventre, comme on disait jadis. Il aurait dû procéder comme pour la Crimée. Attaquer totalement l'Ukraine était d'une part inexcusable, d'autre part incompréhensible. Michel Onfray. Il est possible qu'il ait un peu perdu la tête, ça n'est pas à exclure. Je pense qu'il ne voit plus le monde qu'avec les filtres de ses conseillers du Kremlin. Il doit y avoir une quinzaine de personnes qui l'entourent et qui ont dû lui promettre que les Ukrainiens accueilleraient les troupes russes à bras ouverts. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Or, quand on est ce personnage-là, on ne fait pas marche arrière, on ne dit pas qu'on s'est trompé, on s'embourbe, et pire encore, si on contrôle suffisamment les médias, on peut faire croire pendant quelque temps à son peuple qu'on a réussi. Pour les Russes, il existait une autre façon d'affirmer leurs différences, à la manière des Britanniques et du Brexit, par exemple. J'admire leur courage. Tout le monde prédisait l'apocalypse, la fin de la City. C'était sans compter avec le mystère de la psychologie anglaise. Le Royaume-Uni, c'est le pays du dandysme, le pays de Brummel, le pays de la singularité personnelle. Pour le coup, je vais être un peu chauvin, mais c'est aussi le pays de Guillaume le Conquérant. Il y a chez les Normands une espèce de tradition d'indépendance. On dit sire de soi, chez moi. En tout cas, leur littérature, leur philosophie sont singulières. Leur philosophie n'est pas européenne, ce n'est pas une philosophie qui singe la philosophie allemande. Quand vous lisez Locke ou Berkeley, c'est très original. Michel Houellebecq. Ce que vous dites me fait penser aux Beatles et aux Rolling Stones. Pendant quelques années, du point de vue musical, les meilleurs groupes étaient anglais, pas américains. Michel Onfray. Je préfère la musique répétitive américaine. Steve Reich, Philip Glass.
La peinture aussi est très américaine depuis 1945. Certes, on a de grands peintres français comme Soulages et Combat, que vous connaissez comme moi, mais ils ne sont pas reconnus mondialement, hélas, car ils ne sont pas défendus sur le terrain national. Bref, les Américains sont en train de prendre leur autonomie culturelle, de couper les ponts avec l'Europe, un peu comme avec la question du transhumanisme, et c'est ainsi qu'ils sont en train de lancer un mouvement de destruction du livre, de disparition des librairies et des bibliothèques. Les États-Unis se barbarisent. Michel Houellebecq. Moi, j'apprécie les blockbusters. J'ai bien aimé Matrix et Le Seigneur des Anneaux. Je trouvais que c'était brillant et techniquement parfait. Michel Onfray. Mais quel est le message? Michel Houellebecq. Je n'ai presque rien compris à Matrix, mais Le Seigneur des Anneaux est très fidèle à l'esprit de Tolkien. Et il y a une exaltation des valeurs du Moyen Âge, de la chevalerie, de la fidélité. Star Wars aussi, c'est très réussi, en plus fun, plus second degré. Cela dit, dans certains domaines du divertissement, les Français continuent d'être assez bons, par exemple dans le roman policier. Il y a une véritable école française depuis longtemps, meilleure à mon avis que les polars américains. Michel Onfray. Un soir, à Caen, où nous nous sommes retrouvés, vous et moi, nous avons eu une discussion qui m'a passionné sur la littérature américaine que je ne connais pas. Et vous m'avez dit que les romans de science-fiction étaient devenus brillants aux USA après Hiroshima. Michel Houellebecq. Oui, tous les auteurs ont été tétanisés par ce constat que le progrès technique, ça pouvait aussi être ça, cette chose monstrueuse. Avant, la science-fiction était une littérature optimiste. C'est devenu une littérature complexe, parfois grinçante, parfois malsaine. Les dystopies se sont multipliées. Il y a eu 2 ou 3 décennies géniales. Le début du déclin de la science-fiction est plus confus. Je dirais que c'est mort à peu près en même temps que le rock. Pour des raisons sans doute proches, l'élan d'imagination s'est brisé d'un seul coup. Cela a sans doute été la dernière période où l'Occident a eu du génie. Il y a eu des groupes de rock immenses, on le sait. Il y a eu des auteurs de science-fiction immenses, on le sait moins. Si j'avais plusieurs vies, j'en consacrerais une à republier certains textes de science-fiction devenus introuvables. Aujourd'hui, il y a pas mal d'auteurs chinois ou d'origine chinoise. Michel Onfray, intéressant ou non? Michel Houellebecq. Oui, avec eux, peut-être que la science-fiction peut retrouver son rôle. Ils font des conjectures intellectuelles, des projections, des hypothèses. La science-fiction essaie de voir ce qui va se passer dans tous les domaines, y compris sociologiques. Elle peut par exemple inventer des mondes qui reposent sur de nouvelles structures familiales. Elle ne se base pas uniquement sur les évolutions techniques. Michel Onfray. Pour vous, Barjavel est-il un grand auteur de science-fiction? Michel Houellebecq. C'est pas mal, de temps en temps, mais il a moins d'ampleur que les Américains. Pour mieux expliquer ce que j'entends par ampleur, j'aimerais parler d'un des livres qui m'a le plus frappé dans ma vie. C'est Demain les chiens de Clifford D. Simak, une succession de contes censés être écrits dans un futur très lointain par des auteurs canins, des chiens. Au début de chaque conte, il y a une espèce de commentaire littéraire, philologique même, où des historiens de la littérature canine posent la question de savoir si l'homme a existé ou si c'est une créature mythique inventée par les chiens pour expliquer le mystère de leurs origines. La plupart des savants canins pensent que l'homme est une légende, mais il y a des dissidents qui relèvent des détails troublants pouvant laisser penser que l'humanité a bel et bien existé. Envisager l'humanité comme une hypothèse m'avait fasciné. J'y ai repensé plus tard en lisant Kant et son exigence d'édifier une morale valable pour toute créature raisonnable et pas seulement dans les conditions contingentes de l'humanité. Michel Onfray. Soumission est-il un livre de science-fiction? Michel Houellebecq. Oh non, c'est de l'anticipation modérée. Michel Onfray. L'anticipation à court terme, c'est un courant? Michel Houellebecq. Oui, vous avez des romans qui décrivent des programmes TV qui font penser à Love Story en plus trash et d'autres plus sombres avec des jeux du cirque télévisé. Des morts réelles. Michel Onfray. Dans Soumission, vous indiquez une date. Michel Houellebecq. Le livre est sorti en 2015 et l'histoire se déroule en 2022. Comme prophète, j'ai toujours trouvé que j'étais surévalué. Je me suis trompé, puisque nous n'avons pas élu au printemps dernier un président de la République musulman modéré. Je peux seulement me féliciter sur un point mineur du livre. J'avais deviné que l'université serait un des premiers lieux de la collaboration avec l'islamisme. Ce n'était pas évident. À l'époque, le mouvement woke n'existait pas en France.
Je m'étais surtout documenté sur d'autres points. Comment fait-on, quand on est universitaire, pour monter en grade? Si l'on est ambitieux, quelles sont les bonnes stratégies? Je crois que la seule chose en réalité, c'est que j'ai un peu traîné dans le hall d'entrée de la faculté de Censier et là, j'ai repéré quelques indices. Une espèce de tract pour protester contre la venue d'un universitaire israélien. Davantage de filles voilées que dehors. Quand même, je me suis basé sur pas grand-chose pour arriver à la conclusion que les collabos seraient nombreux à l'université, ce qui s'est amplement vérifié. Par contre, je n'avais pas prévu que la fraction radicale de l'islam l'emporterait aussi facilement. Ça m'a vraiment étonné et m'a même fait changer d'avis sur un point important. J'ai longtemps pensé et dit que je n'étais pas réactionnaire, et ce pour une raison simple, je ne croyais pas à un retour en arrière possible. Et je ne pense pas qu'on puisse réellement souhaiter ce qu'on croit impossible. Eh bien, les succès des salafistes, celui des talibans comme celui plus éphémère de Daesh, m'ont prouvé qu'un retour en arrière est possible. Les talibans ont réussi à revenir au 7e siècle, alors que les réactionnaires les plus extrêmes du monde occidental proposent de revenir au 13e siècle. Alors je me dis, même si c'est très peu probable, qu'il n'est pas absolument impossible qu'un régime théocratique voie le jour dans un cadre catholique. Et, pour le dire franchement, s'il doit y avoir un régime théocratique, je préfère qu'il soit catholique. Michel Onfray, vous pensez qu'un retour en bonne santé du catholicisme est une éventualité? Pour moi, c'est vraiment impossible. Cela dit, vous avez raison s'agissant du retour de l'islamisme sur le devant de la scène. Même si je ne crois pas que ce phénomène soit si puissant, je veux dire qu'il ne s'agit que d'une réaction à la puissance américaine, une réaction certes dangereuse, criminelle, condamnable, mais cela suffit-il à asseoir une civilisation? Je pense que l'arrivée au pouvoir des islamistes en Iran fut une réponse à la domination impérialiste planétaire des États-Unis. Quand l'ayatollah Khomeini quitte Naufle-le-Château et qu'il arrive à Téhéran, Michel Foucault écrit dans le Courrier de la sera que c'est le retour de la spiritualité dans la politique. Mais quelle spiritualité? Quelle pauvreté! Ça n'aurait pas marché s'il n'avait pas eu, ça n'aurait pas marché s'il n'y avait eu la cristallisation avec un ennemi, les États-Unis, l'Occident et les exploiteurs, les sionistes, Israël, etc. C'est dans ce sens-là aussi qu'il faut voir l'islamo-gauchisme, si populaire aujourd'hui, vous avez raison, à l'université, qui a pour racine la haine des juifs et du capital. J'en profite pour saluer ici votre défense absolue d'Israël, qui est ma position aussi. Je pense qu'Israël est un fait de civilisation et que la solution n'est pas dans un retour au christianisme, mais qu'elle se trouve plutôt, éventuellement, dans un regard que nous pourrions porter sur Israël en disant: prenons exemple sur ce peuple qui s'aime, qui se défend et qui perpétue son identité. Comme je le disais tout à l'heure, une civilisation a besoin de transcendance, et celle-ci ne se décrète pas. Mais si on s'adresse aux passions, aux pulsions, aux instincts, alors on peut conduire et guider les gens. Michel Houellebecq, l'islamisme réussit à faire croire que si on meurt pour la cause, on ira au paradis. Un paradis peuplé de vierges ravissantes et arrosé de fleuves d'eau fraîche. Michel Onfray, c'est certain. Ils savent motiver les gens qui vont se faire sauter au milieu d'une foule ou qui égorgent le père Hamel. Ils savent donner une raison de mourir et de faire mourir. Michel Houellebecq, oui, mais une raison de vivre aussi. Michel Onfray, pas si sûr. Regardez tous ces gamins dans les banlieues islamisées. Ils fument du shit, boivent de l'alcool. L'islamisme n'est pas parvenu à donner un sens à leur vie. Je crois que le christianisme ne le peut pas non plus. Même celui prôné par ceux qu'on appelle les intégristes, qui sont des gens que je côtoie comme vous, d'une part, parce qu'ils ont de la culture et de l'intelligence, mais aussi parce que je leur trouve beaucoup de courage. Chaque fois que j'ai eu des discussions avec des prêtres traditionalistes, j'ai constaté qu'ils étaient très affûtés en théologie, ontologie, voire en philosophie au sens large du terme, notamment sur la question de la phénoménologie. Et il faut dire qu'ils font tout ce qu'il faut pour ne pas se faire aimer, en disant notamment, contrairement au pape François, que l'islam, ce n'est pas formidable. Quand je pense que ce pape jésuite a pris le nom du fondateur des franciscains, quand je revois ces images où on le voit présenter un gilet de sauvetage comme un nouveau crucifix, quel abîme par rapport à son prédécesseur Benoît XVI, qui était un grand théologien. Michel Houellebecq, c'est vrai, ils sont plutôt haut de gamme, les prêtres traditionalistes, mais c'est plus facile de conduire les peuples avec la haine qu'avec un discours sur la grâce. Michel Onfray,
Je dirais plutôt que le christianisme a perdu de son incandescence quand le théisme est devenu déisme avec Descartes, que nous avons commencé à faire avancer la raison, que nous sommes allés chercher des auteurs de l'Antiquité. Face à cela, les traditionalistes se sont réfugiés dans un espace cérébral, mais pas politique, vous avez raison. Si bien que personne n'imagine Geoffroy le Jeune prendre la tête d'une reconquête de façon militaire. C'est une plaisanterie, bien sûr. Pour dire les choses plus sérieusement, je reviens à mon séjour à l'abbaye de la Grâce. Là-bas, un des moines m'a dit: Mon métier, c'est la prière. C'est très beau, mais c'est oublier que Saint Paul est représenté avec une épée dans toute la peinture occidentale. Et ce n'est pas un hasard. Marx a raison lorsqu'il dit que la violence est la grande accoucheuse de l'histoire. Ce que nos démocraties effondrées ont totalement oublié. Aujourd'hui en Occident, il ne faut surtout pas que le sang coule. Si jamais un militaire saute sur une mine au Mali, on hurle à la catastrophe nationale et on enterre le défunt comme un homme d'État. Nous n'acceptons plus du tout l'idée qu'il y ait des milliers de morts en une seule journée, comme pendant la guerre de 14-18. Mais les civilisations qui ne sont plus prêtes à cela sont mortes. Pour qu'elles vivent, il faut des citoyens prêts à tous les sacrifices pour elles, comme Arnaud Beltrame, un grand personnage selon moi, mort en chrétien. Cet homme a été formidable, mais ne nous illusionnons pas. Nous n'avons pas des troupes assez nombreuses qui permettraient une reconquête. On a juste quelques intellectuels qui pensent qu'il faut revenir à la messe en latin. Des gens très estimables du reste, qui nous disent, comme Chantal Del Sol, que le christianisme décadent permet de revenir au christianisme des origines, à une époque où, en gros, on était quelques-uns dans les catacombes. Mais si l'avenir du christianisme, c'est son passé le plus ancien, alors c'est vraiment terminé. Michel Houellebecq. Quand la Reconquista, modèle de la reconquête, a débuté, l'Espagne était sous domination musulmane. On n'est pas encore dans cette situation. Ce qu'on peut déjà constater, c'est que des gens s'arment, ils se procurent des fusils, prennent des cours dans les stands de tir. Et ce ne sont pas des têtes brûlées. Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamiste, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans. Bref, des Bataclan à l'envers. Et les musulmans ne se contenteront pas de mettre des bougies et des bouquets de fleurs. Alors, oui, les choses peuvent aller assez vite. Une des choses les plus remarquables parmi les réactions à la lettre des généraux est la proportion de Français qui s'attendent à une guerre civile dans un futur proche. Michel Onfray. On a démarré sur la lettre des généraux, c'est peut-être ce qui nous séparera. Parce que vous pensez que la guerre civile est à venir, moi je pense qu'elle est déjà là, à bas bruit. Tous les jours, des gens se font tabasser et rouler dessus par des scooters, avec des bandes de 6 ou 7 gamins qui agressent à coups de marteau. Je tire mon chapeau à cette grand-mère de 80 ans qui a été épatante cet été en blessant un de ses assaillants avec son petit opinel. Je pense que nous allons vers la horde primitive, avec des mâles dominants qui, contrairement à ce que pense Madame Rousseau, ne font pas des barbecues mais font régner la loi de la jungle dans les banlieues en asservissant les femmes, les enfants et les anciens. Le problème, c'est que cet état de violence dans lequel nous nous trouvons n'est pas reconnu par le président de la République. L'existence de territoires perdus, pour reprendre l'expression de Georges Bensoussan, n'est pas admise en haut lieu. Julien Freund, un philosophe politique très intéressant et qu'on lit assez peu, définissait la souveraineté comme la possibilité de décider qui est l'ennemi. C'est très vrai. Mais on lui a rétorqué de façon valable que bien souvent ce sont les ennemis qui nous choisissent. De fait, le politique se doit de traiter le cas des gens qui ont décidé qu'ils étaient nos ennemis. Macron, lui, a décidé qu'à nos ennemis, on leur dirait à chaque fois merci, s'il vous plaît, pardon. Alors qu'une démocratie en forme est une démocratie qui ne s'interdit pas d'employer la violence, qui ne se laisse pas faire. Il y a un bouquin intéressant de Jean-François Revel, Comment les démocraties finissent. Je l'ai lu il y a très longtemps, peut-être une vingtaine d'années. J'avais trouvé ça un peu radical. Mais je me dis à présent qu'il avait vu juste en postulant que les démocraties se mettent en danger de mort dès lors qu'elles estiment qu'il faut garder le sourire quand on se fait insulter, piétiner, massacrer. Et nous y sommes. On assiste au retour de ceux qui veulent l'homme nouveau, qui aspirent à la régénération, mot qui existait déjà pendant la Révolution française.
Ils sont à Europe Écologie Les Verts, à la NUPES, et ils nous disent qu'il faut rester désarmés. Avec des gens comme ça, la France est à prendre et je pense qu'il faut peu de choses pour qu'on puisse dire qu'elle est tombée. Michel Houellebecq, la population peut quand même parfois se mettre en colère. Prenez les gilets jaunes. Michel Onfray, c'était une colère polie. Se mettre en colère contre l'islamisme, ça me paraît peu vraisemblable, malheureusement. Les hommes préfèrent vivre soumis plutôt que mourir libres et triomphants. Regardez, à chaque fois que les gens se font agresser, ils baissent la tête. Et les personnes autour s'en vont, n'interviennent pas. C'est humain. D'autant que les tenants d'une certaine gauche s'en viennent vous dire que la police tue. Ils prétendent que ceux qui sont censés empêcher la violence seraient à l'origine de la violence. Quelle honte. Moi, je fais confiance à nos soldats, à nos policiers, à nos gendarmes, et je suis scandalisé qu'on ne leur donne pas assez de moyens. Je suis outré par ces préfets qui préfèrent ne pas faire de vagues quand il y a un délit de fuite et font verbaliser les grands-mères ayant oublié de remplir leur attestation de sortie pendant le Covid. Michel Houellebecq. Vous avez raison et révèle a raison. La lâcheté est répandue. Je me suis longtemps demandé ce qui se passerait quand les intersectionnalistes se retrouvaient face à leur contradiction la plus flagrante, l'opposition frontale entre l'islam et le féminisme. Eh bien, j'ai vu. L'affaire des viols de Cologne m'a ouvert les yeux. En cas de difficulté avec l'islam ou même simplement avec l'immigration, les féministes s'écrasent pour ne pas employer de termes plus déplaisants. Les féministes occidentales ne sont pas si dangereuses que ça. Elles sont aussi lâches que les hommes occidentaux, tout aussi prêtes à se soumettre. Michel Houellebecq. Et oui, puisque le gauchisme a une logique imparable sur le papier. Après ce qui s'est passé à Cologne, Ouria Boutelja et quelques autres nous ont fait savoir que les arabo-musulmans, c'est l'expression utilisée. Les arabo-musulmans ont violé des femmes blanches, mais qu'en même temps, ils ont été privés de leur dignité pendant des années par le colonialisme, si bien qu'ils sont en réalité des victimes. Pour les gauchistes, les violeurs sont des victimes du privilège blanc. Grâce au raisonnement sartrien sur la contre-violence, grâce à Franz Fanon, ils ont l'idéologie pour justifier ce genre de choses. C'est le discours victimaire qui consiste à dire qu'un blanc a toujours tort parce qu'il est descendant de blancs qui étaient des génocidaires, et qu'une personne de couleur a toujours raison parce qu'elle descend de personnes de couleur colonisées ou esclavagisées. J'ai vu en Martinique des ouvrages terribles qui, la psychanalyse aidant, nous expliquent que le traumatisme de 1492 est encore porté par les gens de couleur. Michel Houellebecq. Le gauchisme, je n'y crois qu'à moitié. J'ai toujours eu du mal à prendre la chose au sérieux. Je l'envisage comme ce qui se produit depuis très longtemps, disons depuis 1945, à savoir une imitation servile de tout ce qui se fait aux États-Unis, un peu comme une mode que les gens suivraient sans y croire. Et je pense qu'il suffirait que les États-Unis changent pour qu'on change nous aussi. Les Américains, je les aime bien bizarrement, mais il faut reconnaître qu'ils sont psychologiquement instables, voire carrément névrosés. Il n'y a qu'à voir la vitesse avec laquelle Trump est devenu leur président. Cette rapidité de parcours ne pourrait avoir lieu dans aucun pays européen, et surtout pas en France. Les Français sont lents. J'ai été frappé par la fin de White, le dernier livre de Bret Easton Ellis, qui raconte ce à quoi il a assisté lors de l'arrivée au pouvoir de Trump. Ses amis sont presque tous des juifs libéraux de gauche. Ils ont adopté des comportements bizarres. Pendant quelques dizaines de pages, l'auteur essaie de qualifier leur comportement et il finit par se résigner à utiliser le seul mot qui convienne. En fait, ils sont devenus fous. Ils ont réellement cru qu'ils étaient physiquement menacés par l'administration Trump. Beaucoup se sont réfugiés en Europe. Ils sont tous riches, alors ils sont allés dans le Luberon ou en Toscane. Un comportement aussi névrotique ne peut exister qu'aux États-Unis d'Amérique. Moi, j'avais cru bêtement au moment de l'élection d'Obama qu'une réconciliation allait se produire entre les Blancs et les Noirs, alors que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Tout s'est aggravé. Tout est devenu plus violent et plus imprévisible. Donc, je ne parierai rien sur ce que penseront les Américains dans 10 ans. Il se peut que le mouvement woke disparaisse en quelques semaines. Et nous sommes complètement à la remorque des États-Unis. Complètement. On ne peut pas lutter contre ce qui vient d'Amérique. On n'est pas mentalement armé pour ça. Ce qui m'amène à cette conclusion désolante, notre seule chance de survie serait que le suprémacisme blanc devienne trendy aux USA. Michel Onfray. Cela pourrait changer si nous sortions de l'Union européenne et de l'OTAN.
Michel Houellebecq. Oui, peut-être, encore que les modes intellectuels résistent parfois aux évolutions politiques. De toute façon, vous le savez, je considère cette sortie comme souhaitable, pour à peu près toutes les raisons imaginables. Malheureusement, pour l'instant, aux idioties des rocks, nous n'avons à opposer que les niaiseries de l'assimilation. En France, la minorité ethnique étrangère la plus appréciée et de loin est asiatique. Et elle a également été, pendant des décennies, la moins assimilée et de loin. J'ai longtemps habité dans le quartier asiatique de Paris, dans le 13e arrondissement. Dans ma tour, il n'y avait à peu près aucun Chinois de plus de 50 ans qui parlait français. Ils étaient pourtant là depuis 30 ans. Mais ils n'avaient pas appris. Ils vivaient dans un monde parallèle avec son économie parallèle. Pour les liaisons avec l'administration, quelqu'un parlait français au sein du groupe et s'en chargeait pour les autres. Il existe encore des sites web en chinois que les Français ne connaissent pas, où l'on peut trouver à peu près tout, des électriciens, des chauffeurs de taxi, des prostituées. Bref, ils n'étaient aucunement assimilés et ça se passait très bien. Pour une seule et très bonne raison, il y avait moins de délinquants chinois que de délinquants français du même âge. Beaucoup moins. Je crois que le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. En somme, que leur violence diminue, qu'ils respectent la loi et les gens. Ou bien, autre bonne solution, qu'ils s'en aillent. Michel Onfray. En somme, vous donnez raison à Huntington. Quand il s'agit de brasser des populations occidentales, il n'y a aucun problème. Mais le problème se pose avec des gens dont la civilisation est différente. Vous avez aussi les relations de la France avec certains pays. On a colonisé le Vietnam et en même temps, il n'y a aucun souci avec les Vietnamiens qui vivent en France. Car pour la plupart, ils ont fui le régime communiste. Alors qu'il y a un problème avec nombre d'Algériens qui, eux, ne sont pas des dissidents du régime d'Alger et sont influencés par l'hostilité toujours très forte de l'Algérie à notre égard. Quand on va à Alger et qu'on allume la télé, on a l'impression que la guerre d'Algérie n'est pas finie. Michel Houellebecq. Je crois malheureusement que c'est plus profond. Je vais dire quelque chose de désagréable, mais je constate qu'on n'a pas de problème avec les gens qui se sentent supérieurs à nous, comme les Asiatiques. Mais nombre d'Algériens se sentent inférieurs parce qu'on les a toujours considérés comme inférieurs. C'est peut-être là le vrai péché originel de la colonisation. Cette prétention absurde de la gauche, vous avez cité Victor Hugo, de vouloir apporter au monde entier de gré ou de force les lumières, les droits de l'homme, enfin toutes ces créations occidentales qui sont en effet le reste du monde à raison discutable. Et le pire, c'est qu'on continue avec la laïcité à laquelle nous avons de plus cessé de croire. C'est absurde. On ne peut combattre une croyance forte qu'avec une autre croyance forte, c'est-à-dire une autre religion. Mais imposer la laïcité et croyance faible à des musulmans, ça ne peut pas fonctionner. Si on ne dispose pas dans son stock culturel d'une religion dans sa phase agressive, la seule solution est de vivre côte à côte, d'essayer d'atteindre une relative indifférence mutuelle qui peut permettre une coexistence sans conflit. Cela s'est souvent vu dans l'histoire. L'indifférence est le plus sûr moyen de pratiquer la tolérance et l'ignorance favorise une calme indifférence. Mieux se connaître ne conduit pas forcément à s'aimer davantage. Là aussi, les musulmans pourraient prendre exemple sur les Chinois. Les Français en général ne savent pas quelle est leur religion, ni même s'ils en ont une. Du point de vue discrétion, on ne peut faire mieux. Dans ces conditions, ça pourrait peut-être tenir quelque temps. Mais il faut reconnaître qu'on ne prend pas le chemin et que pour de nombreux musulmans, la meilleure solution à l'heure actuelle est sans doute le retour. J'ai vécu des années en Irlande. Mon dernier voisin là-bas était un Pakistanais. De naturel aventureux, il était probablement un des seuls Pakistanais à avoir atteint l'ouest de l'Irlande. C'était également un homme pieux et un excellent cuisinier. Enfin, une personnalité à multiples facettes. Je pense qu'il était ce qu'on appelle salafiste, mais certainement pas djihadiste. Les attentats du 11 septembre l'avaient horrifié. Il était en train de prendre conscience d'un vrai problème. Ses deux filles grandissaient et promettaient de ressembler à leur mère qui était superbe. En bref, il avait peur pour la vertu de ses filles. Il avait raison d'avoir peur. Michel Onfray. Oui, on peut comprendre que les musulmans aient des réserves sur les mœurs occidentales. On leur dit que leurs filles vont s'épanouir en se mettant sur le marché du sexe, en étant possédées comme des choses, en montrant leur corps comme dans les publicités. Si c'est ça le féminisme, nous, on n'est pas féministes.
répondent-ils. Nous avons des femmes qui sont respectées. C'est d'ailleurs pourquoi elles se cachent les cheveux avec un voile, etc. J'entends qu'ils puissent dire que Simone de Beauvoir n'est pas l'horizon indépassable de la condition féminine. J'entends qu'ils nous disent: vous pensez que le Coran est misogyne? Mais c'est parce que vous le pensez à partir de vos catégories occidentales. À partir des catégories musulmanes, le Coran n'est pas misogyne. Il donne au contraire à la femme une dignité que l'Occident ne lui donne pas. J'entends tout cela, même si bien sûr, je n'y souscris pas. Michel Houellebecq. Patrick Buisson semble davantage y souscrire. J'avais été frappé par la déclaration où il affirmait éprouver davantage de respect pour une femme voilée que pour une Lolita en string. Les Lolita en string, à mon avis, sont surtout dans sa tête. Ce n'est pas un reproche. Quoi qu'il en soit, nos priorités morales sont différentes. Moi, c'est plutôt l'euthanasie, vous l'aurez noté. Mais même si l'Occident a tendance à se désexualiser en ce moment, pour un musulman sérieux, c'est encore trop. Et mon voisin pakistanais était en effet mal barré. Le problème, c'est que s'il rentrait au Pakistan, il avait 36 cousins qui allaient lui sauter dessus pour profiter de l'argent qu'il avait amassé en Irlande. Il avait bien réussi, il était propriétaire de sa maison, par exemple. À l'échelle du Pakistan, c'était certainement un homme riche. Alors, en vacances, il partait chaque fois dans un pays musulman différent pour voir s'il ne pourrait pas s'y installer. Au fond, il avait raison de penser qu'il est impossible de rester un bon musulman dans un pays occidental. Il faut lire le Coran. L'interprétation la plus juste, à mon avis, est l'interprétation salafiste, mais pas djihadiste. Mahomet n'a pas prescrit de coloniser le monde entier, ni de détruire tous les mécréants de la planète. Le projet de Saint Paul est plus universel que le sien. J'ai l'impression que la ligne de conduite la plus conforme au Coran, la meilleure pour un bon musulman, est celle d'un retour en terre d'islam et qu'elle doit être adoptée, si ses moyens financiers le lui permettent. Dans le cas contraire, il doit autant que possible rester à l'écart. Michel Onfray. Vous avez raison, il faut lire le Coran. Et pas que le Coran d'ailleurs, il y a aussi des hadiths et la biographie du prophète. Il faut prendre ces trois sources où l'on voit que Mahomet tue les gens, qu'il les décapite même et qu'il indique se faisant une voie pour atteindre le paradis. On comprend bien que si le djihad armé n'est pas théorisé, il est du moins rendu possible par l'interprétation de nombre de versets. Mais il y a aussi les versets abrogeants qui disent que quiconque tue un homme tue tous les hommes et que quiconque sauve un homme sauve tous les hommes. Dès lors, on peut se borner à voir le djihad comme une prière, d'une certaine manière, si bien qu'il est possible, je pense, de trouver un terrain d'entente en limitant l'islam géographiquement comme vous le suggériez. Mais qu'est-ce que ça veut dire militairement, diplomatiquement, politiquement? Ça veut dire qu'on arrête nos interventions dans les pays musulmans. Car effectivement, les Irakiens peuvent dire que ce ne sont pas eux qui ont commencé. Michel Houellebecq. Ils ont absolument raison, les Irakiens. Ils n'ont pas commencé. Les interventions guerrières occidentales en terre d'islam sont aussi stupides qu'inacceptables. Je suis de votre avis. La situation de la Terre sainte est bien sûr plus complexe. On ne peut nier que les Juifs ont volé leurs terres aux Palestiniens. Mais leur antériorité est tout aussi indiscutable. Michel Onfray. Pourquoi soutenez-vous Israël? Michel Houellebecq. Pour des raisons morales. Quand on a un doute sur la justesse de deux causes opposées, il faut examiner les moyens employés par les deux camps. Les moyens déterminent la légitimité de la fin. Or, il y a une différence de fond entre les attentats aveugles des terroristes palestiniens et les assassinats ciblés de l'armée israélienne. Les Palestiniens emploient des moyens franchement immoraux, les Israéliens des moyens à peu près moraux. La question est donc tranchée. Je ne vais pas jusqu'à partager l'opinion de ceux qui veulent interdire toute manifestation d'antisionisme, parce que ce ne serait qu'une forme déguisée d'antisémitisme. C'est faux. D'ailleurs, je ne sais pas exactement ce qu'on entend par sionisme aujourd'hui. Michel Onfray. Herzl dit très précisément que le sionisme, c'est penser que les Juifs ont droit à leur État. C'est un principe socialiste au départ. Les kibbutz sont du reste des structures socialistes. Michel Houellebecq. Dans ce cas, je suis sioniste. Mais à l'heure actuelle, j'ai parfois l'impression que pour ne pas être qualifié d'antisioniste et donc d'antisémite,
Il faudrait approuver toutes les colonisations israéliennes alors que les Israéliens eux-mêmes sont divisés à ce sujet et que les élections sont parfois très disputées. Puisqu'on parle de colonisation, je reviens un instant à mon péché mignon. J'ai consulté les chiffres de la démographie. L'indice synthétique de fécondité est de 3,4 en Palestine, de 2,9 en Israël. L'écart existe, mais il n'est pas considérable. Michel Onfray. Il y a plusieurs façons d'être sioniste, c'est vrai. La première consiste donc à dire que les Juifs ont droit à leur État. Et je rappelle que le grand mufti de Jérusalem avait choisi son camp quand il était allé voir Hitler pour soutenir la création de divisions SS composées de nazis musulmans. Après avoir, dit-on, prié dans la seule mosquée qu'il y avait à Berlin à cette époque-là, il aurait recommandé au Führer de ne pas oublier les enfants. Dans les rafles de Juifs, je pense que lors de l'instauration de l'État d'Israël, les Palestiniens avaient un dommage de guerre à payer en raison du comportement fautif de leur grand mufti. Un dommage acté à la conférence de Yalta. Dans un premier temps, c'est ça, la possibilité pour un peuple errant de disposer d'une terre sur laquelle il pourra créer un État. Depuis, cette possibilité a eu lieu et on ne peut pas revenir en arrière, on ne va pas jeter les Juifs à la mer. Mais il y a maintenant, c'est vrai, la colonisation de nouveaux territoires avec à la clé le grand Israël. Et là, on peut avoir des réserves. Je me suis rendu en Israël et en Palestine et j'ai vu des va-t-en-guerre, mais aussi des gens du peuple, juifs et arabes, qui ont envie de vivre ensemble, qui n'ont pas intérêt à la guerre. Ce que ne disent pas les médias de gauche, souvent islamo-gauchistes et antisémites. Quand on est sur place, c'est un peu plus clair. On voit que c'est une question de civilisation, qu'Israël est un peuple qui s'est créé avec sa langue d'une certaine manière, l'hébreu moderne, avec son identité culturelle, une fierté légitime par rapport à sa littérature, sa musique et sa diversité, puisque vous avez aussi bien des juifs intégristes à Jérusalem que des drag queens à Tel Aviv. Ce voisinage ne pose aucun problème, ni aux uns ni aux autres. C'est un pays dans lequel il y a une mobilisation générale de tout le monde. Les garçons et les filles font le service militaire. On respecte la mémoire et les anciens. Bref, il y a tout ce qui fait une civilisation dans son être, dans sa durée. Nous devrions en tirer des leçons, car les Français, eux, ne s'autorisent plus à être fiers de leur pays. Dès qu'ils aiment un de leurs auteurs, on cherche dans un coin de page quelque chose pour dire que c'est un sale type. Nous cultivons la détestation de soi, l'amour des passions tristes, la célébration de tout ce qui nous détruit. Michel Houellebecq. Je me souviens d'un moment amusant lors d'un débat que vous avez eu avec Éric Zemmour. Vous y établissiez clairement le caractère inéluctable du déclin. Normalement, Zemmour aurait dû dire « Je suis complètement d'accord avec vous, Michel », parce que c'est ce qu'il pense, sauf qu'il s'est souvenu qu'il voulait devenir président de la République. Donc il s'est dit qu'il devait quand même délivrer un message positif. Alors évidemment, il s'est un peu embrouillé et il a dit, sans trop y croire, que tout n'était pas forcément perdu. Ne nourrissant pas d'ambition présidentielle, ça ne me dérange pas de dire que je suis complètement d'accord avec vous et que tout est perdu. Et ça m'attriste. Bon, quand même, il faudrait qu'on trouve un point de désaccord. Ah si, j'en ai un. Michel Onfray. Lequel? Michel Houellebecq. Votre opposition à la chasse. J'ai failli écrire un article en réponse à l'un des vôtres. Michel Onfray. Écrire un texte? Carrément? Michel Houellebecq. Oui, je l'ai envisagé. Vous avez écrit un texte contre la corrida dans Causeur. Moi aussi, je suis hostile à la corrida. Mais dans le même article, vous indiquiez être contre la chasse. Or, je suis tout à fait favorable à la chasse dans la logique de mon opposition à l'élevage industriel. La chasse, c'est quand même ce qui sauvegarde le mieux des conditions de vie de l'animal. Michel Onfray, bon, on ne va pas être d'accord. Michel Houellebecq, de mon point de vue, une bête abattue par un chasseur, c'est un animal tué par un prédateur plus rusé. Ça arrive tout le temps, c'est la vie. Michel Onfray, je ne vois pas les choses ainsi. Pour moi, les chasseurs désorganisent la nature pour nous dire ensuite qu'il faut la réorganiser. Exactement comme les gens qui mettent le feu pour pouvoir dire après qu'ils sont pompiers. Dans les forêts, les chasseurs multiplient les sangliers, les nourrissent. Les fédérations de chasse font de l'agrainage pour pouvoir ensuite tuer des bêtes nombreuses et bien engraissées. Et je ne parle même pas des lâchers de perdrix et de faisans qui sont élevés en batterie et qu'on balance dans la campagne le jour de l'ouverture de la chasse. Sans oublier ce moment d'orgasme chez les chasseurs quand ils tuent.
comme des hommes des cavernes, mais évolués, puisqu'ils ont un fusil à lunettes en main. La corrida, qui est un art de retirer du plaisir de la souffrance qu'on inflige à un animal, est comme la chasse. Alors évidemment, mon frère est chasseur et ma mère fait des pâtés de sanglier avec ce qu'il rapporte. Et je mange ce pâté. Et je dis à mes amis chasseurs, faites des sorties avec vos chiens, avec vos copains, faites de bons repas. Mais par pitié, ne tirez pas. Michel Houellebecq. Ça va vous surprendre, mais à mon avis, Mark Zuckerberg a dit quelque chose d'intelligent sur le sujet. Il a déclaré qu'il avait décidé de ne manger à l'avenir que les animaux qu'il aurait tués lui-même, ce qui élimine toute la viande d'abattoir et donc représente un vrai progrès. Ensuite, je l'avoue, j'ai un argument plus personnel. Je crois que je pourrais prendre plaisir à chasser. J'aime bien le tir. Quand j'étais protégé par des policiers, ils m'ont amené dans un des endroits où ils s'entraînent et fait essayer différents fusils. J'ai adoré cette journée. Michel Onfray. Moi, quand je vois un mouvement d'animal, un oiseau dans le ciel, par exemple, je trouve ça extraordinaire. Et l'idée d'arrêter ce mouvement, de voir l'animal comme une espèce de boule de chair, ça ne me plaît pas du tout. Désolé, mais je ne peux pas défendre cette activité-là. Je ne peux pas approuver ces passions tristes, pour reprendre l'expression de Spinoza. Car donner la mort et prendre plaisir à donner la mort, c'est une passion triste. Terriblement triste. Peut-être la pire des passions tristes. Michel Houellebecq. Honnêtement, non, ce n'est pas le plaisir de tuer. Je n'en ai aucun quand je tue un moustique et ce serait pire avec un animal supérieur. Mais viser une cible petite, rapide et imprévisible, c'est passionnant. Et puis, il y a autre chose. La chasse fait partie du mode de vie des ruraux. Je suis membre du jury littéraire de la revue 30 millions d'amis. À peu près tous les ans, il y a au moins un livre contre la chasse. Il y a les opposants absolus, religieux, presque. Il y a les opposants modérés qui, à mon avis, ont raison. C'est vrai que c'est honteux de lâcher des bêtes à peine sorties de leur élevage, qui savent à peine voler. C'est vrai que c'est inacceptable de grillager des bouts de forêt pour empêcher les animaux d'en sortir et pour offrir à ceux qui viennent en week-end un beau tableau de chasse. Mais la pratique majoritaire des chasseurs n'est pas celle-là. C'est un loisir entre amis, une promenade avec des chiens. Alors oui, c'est vrai, les chasseurs tuent parfois des animaux, mais ils les mangent ensuite. Le mot convivialité m'agace, mais c'est bien ça dont il est question. Et en plus, ils nettoient les forêts, contrairement aux écologistes, irresponsables et infantiles. Michel Onfray. Je ne suis pas insensible à cet argument. D'ailleurs, je voudrais m'arrêter un instant sur le thème de l'infantilisation. Je pense que c'est plutôt le modèle de l'adolescent qui est gênant dans notre société, davantage que le modèle de l'enfant. Pendant longtemps, l'adolescence, ça n'a pas existé. Et puis, on a inventé cette période de la vie qui nous permet d'être des enfants quand c'est avantageux et des adultes quand ça l'est également. Résultat, on a des têtes à claques. La tyrannie de l'adolescence, c'est terrible. Michel Houellebecq. Je suis bien d'accord, je me souviens d'avoir parlé des kids définitifs, mais j'ai l'impression que l'âge de référence a encore baissé. Pour moi, le lieu qui symbolise cette manière d'être, en même temps complètement assisté et complètement capricieux, c'est l'aéroport qui me paraît l'endroit le plus détestable de la modernité. Le pire, ça a été au moment du Covid. Je n'ai pas reproché à Macron sa politique sanitaire. Effectivement, il était difficile de lutter contre un ennemi fort imprévisible. Mais comme tout le monde à peu près, j'ai assez vite compris comment le virus se propageait, qu'il fallait porter un masque dans certains endroits et que c'était inutile dans d'autres. Tout ça tombait sous le sens. Je n'ai pas aimé que le gouvernement nous traite comme des enfants et des enfants abrutis. À l'âge de 6 ans, j'aurais déjà réalisé la stupidité de certaines mesures gouvernementales. Tout cela est pénible, à force. Tocqueville l'avait pressenti, dans son passage sans doute le plus célèbre. Je veux examiner sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Comme il l'écrit, si l'État employait les méthodes de la puissance paternelle dans le but de nous faire sortir de l'enfance, ça pourrait aller. Mais on voit bien que son désir est de nous maintenir en enfance toute notre vie. Et pour moi, cela va de pair, d'une manière étrange et perverse, avec la dévalorisation de la vie. Avant, l'honorabilité se conquérait au fil de l'existence. Le respect dû aux cheveux blancs ne s'appliquait pas aux anciens voleurs. Il fallait faire ses preuves pour être respectable. Et un enfant n'avait pas fait ses preuves. Aujourd'hui, on respecte les enfants parce qu'ils sont des enfants. Ce qui est quand même bizarre, car c'est une négation totale du dogme du péché originel. Michel Onfray, vous pensez que l'être humain est coupable de naissance? Michel Houellebecq, ben oui, quand même. Michel Onfray, de quoi? Michel Houellebecq,
mais du fait d'être un être de pur désir, égoïste et égocentrique. Michel Onfray, c'est notre nature, d'accord, mais ce n'est pas incompatible avec le respect dû aux autres. C'est assez drôle, parce que j'ai l'impression que vous adhérez à ce dogme du péché originel qu'on ne vous a pas inculqué, alors qu'à moi, oui, mais je n'y crois pas. Je pense même que c'est la grande catastrophe de croire au péché originel et d'oublier que Darwin nous a donné une explication éthologique. Michel Houellebecq, il n'y a pas que l'être humain qui soit coupable. À mon avis, l'ensemble de la nature l'est. La possibilité d'égoïsme, voire de cruauté, existe par le simple fait de l'individualité déjà pleinement présente dans chaque animal. Pour les plantes, c'est moins clair. Mais là, je suis un Schopenhauerien de stricte obédience. Michel Onfray, on a peut-être trouvé un vrai désaccord entre nous. Je pense que nous sommes des êtres de tribu, avec toute la jalousie et l'envie que cela implique, et que cette situation est supportable à condition d'être soumis à une éducation suffisamment répressive. C'est très freudien, je le reconnais, c'est la thèse de malaise dans la civilisation. Donc, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin du péché originel pour ça. Michel Houellebecq. Oui, le péché originel, disons que pour moi, c'est une métaphore du fait que l'être humain doit être dressé. L'homme n'est mauvais, mais la société peut l'éduquer. Comme souvent avec Rousseau, il suffit de dire le contraire de lui pour être dans le vrai. Michel Onfray. D'accord, mais on ne naît pas coupable, on est informe ou sans forme et il faut nous former. Michel Houellebecq. Je ne sais pas si le fait de vouloir imposer sa volonté en poussant des hurlements, comme le font les enfants, est si répandu chez les animaux. Il y a chez l'homme une volonté de tout contrôler, de dominer son environnement. Michel Onfray. Quand un poulain ou un veau naît, il se tient presque immédiatement sur ses pattes. D'une certaine manière, il est autonome assez rapidement. Tandis qu'un enfant qui naît, si on ne s'occupe pas de lui pendant 6, 7, 8 ans, il va mourir. C'est une spécificité, on naît non fini. Et la finition se fait à l'école, dans la famille, bref, dans la civilisation. Sans quoi on a des enfants sauvages, comme on les appelait autrefois. Michel Houellebecq. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit que tout ce qui sort de l'enfant ne peut être que bon et beau. On voit cela notamment dans les romans américains, qui sont particulièrement énervants de ce point de vue, puisqu'ils décrivent les rapports humains entre époux, entre collègues, en des termes particulièrement brutaux et cyniques, où le chacun pour soi est très fort, mais où les enfants sont présentés comme des sortes d'elfes enchantés. Ça ne correspond pas à la réalité. L'enfant, dès sa naissance, est tout à fait prêt à revendiquer ses intérêts. Son égoïsme se manifeste dès ses premiers jours. Il se limite à la nourriture au début, mais dès qu'il se met à bouger, à marcher, il devient dangereux. J'ai trop constaté la cruauté chez les enfants, envers les animaux notamment. Je me suis souvent demandé ce qu'il restait de vraiment catholique chez Baudelaire. Finalement, je crois à une seule chose, mais très importante, le dogme du péché originel. Michel Onfray, ça me fait penser que vous êtes, me semble-t-il, très intéressé par la pensée contre-révolutionnaire française. Bonal, de Maistre. Michel Houellebecq, Bonal, c'est un peu plus fastidieux que de Maistre. En fait, ce que je préfère chez de Maistre, ce sont ses écrits contre le protestantisme. Il met le paquet et pour lui, c'est clair, tout le mal vient de Luther, y compris la Révolution française. Il y a des phrases fortes comme le protestantisme est républicain dans les monarchies, et anarchiste dans les républiques. Dans le même genre, il y a ce bref passage d'Auguste Comte que j'aime beaucoup, qui qualifie le mot protestant de caractéristique. En effet, un protestant, ça proteste, et ça ne sait guère faire que cela. Mais pour revenir à De Maistre, je trouve que résister comme il l'a fait à l'ère du temps, c'était courageux. J'aurais bien aimé qu'il soit là au moment de Vatican II. Michel Onfray, le catholicisme a résisté à tout, sauf à Vatican II. Michel Houellebecq. Oui, effectivement, Geoffroy Lejeune est intarissable sur ce sujet et il remarque que ce suicide est d'autant plus étonnant que les fidèles ne demandaient rien. N'empêche que cela a marqué le début du déclin de la pratique et plus encore des vocations de prêtres qui, depuis, se sont effondrées. Michel Onfray, pas dans les monastères. Michel Houellebecq, les monastères, c'est plus facile. Vous avez remarqué, ils sont presque toujours situés dans des sites d'une grande beauté. Je ne sais plus à combien de cérémonies religieuses. Ils participent dans une journée, mais ils sont très souvent en état d'adoration. Le reste du temps, ils font un travail manuel, plutôt agréable. Ce n'est pas l'usine non plus. Il est beaucoup plus facile d'être chrétien quand on est moine que quand on est prêtre. Les prêtres, eux, sont en ville, où il existe des tentations. Non seulement ils doivent être chastes, mais ils ont très peu d'argent.
Michel Onfray? Oui, ça doit être difficile. Ça doit être très difficile. Les prêtres ont quelque chose d'héroïque. Pause.